Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. C'est un rendez-vous très attendu des décideurs économiques du continent. La deuxième édition du Rebranding Africa Forum s'est ouverte ce vendredi à Bruxelles, en Belgique. Poussé de fièvre dans le triangle du pétrole nigérian, le président Muhammadu Buhari a annoncé son intention de suspendre le programme d'amnistie au delta du Niger. Et puis leur mouvement de grève a porté ses fruits. Les basketteuses camerounaises vice-championnes d'Afrique ont perçu ce mardi 15 millions de francs CFA chacune. Mais avant de développer ces titres, l'élection présidentielle du 25 octobre approche à grands pas en Côte d'Ivoire. Et alors que la campagne électorale bat son plein, les organisateurs s'affairent au bon déroulement du scrutin. La Poésie, une plateforme représentant des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme et des organisations féminines ou groupements interprofessionnels, s'attelle en effet à la formation d'observateurs citoyens. Ces derniers, qui se veulent neutres et impartiaux, seront déployés pour le premier tour du scrutin. Ouverture ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, de la deuxième édition du Rebranding Africa Forum, l'occasion pour les décideurs africains et internationaux de se rencontrer et d'échanger autour du thème « Investir en Afrique, entreprendre en Afrique ». Arwa Barkala. Investir en Afrique, entreprendre en Afrique, c'est le thème de la seconde édition du Rebranding Africa Forum. Durant les 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, capitale belge, les spécialistes du secteur de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation se rencontreront. Les objectifs d'émergence sont fixés pour l'Afrique, mais les défis en matière de compétitivité restent majeurs. Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Les participants au forum auront l'occasion de débattre autour des secteurs clés de l'investissement en Afrique et de mesurer la place des innovations dans ces mêmes investissements. Enfin et surtout, il s'agira de cibler et d'échanger autour des enjeux et des opportunités pour l'entrepreneuriat. Des opportunités d'autant plus importantes que le continent aspire à plus de stabilité. La condition première pour faire l'intégration, c'est d'abord la paix. Je crois que ça a été dit par tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, qui est le cœur de l'Union européenne. Quand on voit à travers combien de guerres l'Europe est partie, et aujourd'hui, la garantie de paix, la dividende de l'intégration européenne, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une paix durable. Le Rebranding Forum Africa a lieu chaque année au mois d'octobre. La deuxième édition se tient les 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, en Belgique. Les organisateurs attendent près de 400 participants. Et sachez que cet événement est à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi à partir de 7h GMT. Le futur s'assombrit pour le général Gilbert Diendéré. L'auteur du coup d'État manqué du 17 septembre 2015 au Burkina Faso a été inculpé ce vendredi de 11 chefs d'accusation, dont celui de crimes contre l'humanité. 23 autres personnalités sont également sur le banc des accusés dans le cadre de l'enquête sur ce dossier. Une cinquantaine de témoins ont déjà été entendus. La Cour pénale internationale serait-elle destinée aux Africains? C'est de ce questionnement qu'est né l'ouvrage « La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique » de l'écrivain togolais Isaka Dongyosi. Zoom dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. La question de la crédibilité de la Cour pénale internationale se pose notamment en Afrique ces dernières années. Pour beaucoup, la CPI est une juridiction mise en place contre les Africains. Mais cette assertion ne saurait suffire pour comprendre le fonctionnement de la Cour pénale internationale. C'est ce que révèle entre autres l'ouvrage « La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en Afrique ». Aujourd'hui, le constat est que la CPI est beaucoup plus basée, base beaucoup plus ses actions sur l'Afrique que les autres régions du monde. Et ça a été le point de départ de l'idée de mon ouvrage.
même si je peux nuancer cette idée-là après. La nuance, c'est que je me suis rendu compte en rédigeant ce document que, au-delà de l'Afrique, la CPI travaille. Que la CPI intervient, la CPI ouvre des enquêtes préliminaires dans des pays comme le Honduras, l'Afghanistan et la Colombie, l'Ukraine, qui ne sont pas des pays d'Afrique. Et bientôt, récemment, la CPI a ouvert des enquêtes préliminaires aussi en Palestine. C'est un signal fort. L'Union africaine, en 2013, avait tenu une grande conférence sur la Cour pénale internationale. À cette conférence, il était décidé que les chefs d'État africains en exercice soient exempts de toute poursuite judiciaire venant de la CPI. Et c'est là qu'intervient également la question de l'impunité et la protection des dirigeants au détriment des victimes. Nous pensons que la CPI peut être un bon outil pour lutter contre l'impunité. Nous, dans notre collectif, nous avons eu à porter des plaintes contre l'État togolais dans bien des affaires qui malheureusement n'ont pas été instruites. Et nous avons porté les affaires devant la cour de la CEDEAO qui malheureusement a pris une décision mais que l'État togolais n'a toujours pas appliquée. Donc si la Cour pénale internationale peut agir au Togo à travers la ratification du statut de Rome, nous pensons que c'est un atout que nous aurons et que nous pouvons mettre en valeur. Pour l'heure, le Togo n'a pas ratifié le statut de Rome et pour tous les États africains, la poursuite des auteurs des crimes les plus graves commis est plus que nécessaire afin d'être à l'abri de la justice internationale. La mesure fait couler beaucoup d'encre au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari souhaite suspendre le programme d'amnistie en vigueur depuis plus de 5 ans dans le delta du Niger. Sur le terrain, la tension commence à monter. Explication avec Deogracias Podo, commenté par Idelette Bissou. Engagé dans une démarche de transparence et de rationalisation des ressources économiques de son pays, le président nigérien Muhammadu Buhari manifeste de plus en plus sa volonté de suspendre le programme d'amnistie dans la zone pétrolière du Delta. Les populations concernées sont inquiètes et depuis, la tension monte dans cette région encore contrôlée par les anciens combattants du mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger qui menace d'éventuelles représailles. À la fin de l'amnistie, il devrait également cesser de collecter notre pétrole ou nous reprendrons les armes. Nous ne pouvons plus cultiver ni pêcher. Et malgré tout l'argent que ces compagnies pétrolières gagnent ici, nous restons pauvres. Nous faisons notre toilette dans la rivière. C'est là aussi que nous recueillons notre eau. Nous n'avons pas d'eau potable et pourtant, nos terres permettent d'enrichir la nation. Selon les termes de l'accord conclu en 2009 et pour réparer un certain nombre de préjudices, le gouvernement nigérian s'était engagé à verser une allocation de près de 350 millions de dollars chaque année aux populations affectées. Aujourd'hui, 30 000 personnes sont encore dépendantes de cette allocation avec pour mission de sécuriser les pipelines qui font souvent l'objet d'attaques. C'est calme, il y a toujours un certain niveau de criminalité qui pourrait rapidement dégénérer, sans parler des enlèvements et de la piraterie en mer. Bien qu'étant autochtone, je ne me sens plus libre de voyager sur les ruisseaux, comme j'avais l'habitude de le faire il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je réfléchis par 2 fois avant d'effectuer de tels voyages. Selon les estimations, la région du Delta participerait à hauteur de 13% aux recettes de l'État nigérian. Mais ici, le développement peine à devenir réalité malgré les promesses des autorités et des compagnies pétrolières. Raison la plus souvent évoquée, la corruption. Du sport à présent, tout est bien, qui finit bien après plusieurs jours de grève pour non-versement de leurs primes. Les basketteuses camerounaises, vice-championnes d'Afrique, ont enfin pu récupérer leur dû ce mardi 13 octobre. Jean-Célestin Ediongé et Ismaël Bougaleb. Après une grève de plusieurs jours pour non-paiement des primes, les basketteuses camerounaises vice-championnes d'Afrique de la 24e édition de l'Afrobasket tenue à Yaoundé du 24 septembre au 3 octobre 2015 ont perçu depuis ce mardi 15 millions de francs CFA chacune. Une issue heureuse qui fait la joie des principales concernées mais aussi des observateurs. Les primes ont été
accordé aux filles. Donc, les revendications des filles ont été honorées. Elles ont eu chacune ce qu'elles voulaient. À la date d'aujourd'hui, toutes les filles de l'équipe nationale de basket du Cameroun ont eu leur prime de 15 millions de francs chacune. Je pense que aujourd'hui, sur l'afro-basket qui a été fait au Cameroun, un fabuleux succès populaire, un fabuleux succès au niveau du sportif, parce que c'est la première fois que les filles terminent à ce niveau-là. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on retient malheureusement, c'est l'histoire des primes. Au-delà de cet aspect qui est un aspect négatif, heureusement, les choses sont rentrées dans l'autre. Mais il faut penser que les statuts ne sont pas tels qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand une équipe va faire une compétition, qu'on sache exactement ce que les joueurs auront comme prime. Je pense que les autorités devraient se pencher dessus, ou la tutelle devrait se pencher dessus, pour savoir clairement, pendant une compétition, ce qu'on aura, j'espère, on en rêve tous, mais on espère que ça va être fait. Les Lionnes ont observé plusieurs jours de grève, refusant de libérer les chambres de l'hôtel Montfébé où elles étaient logées. Il aura fallu une intervention des plus hautes autorités du Cameroun pour obtenir le paiement des primes. Il y a eu beaucoup de négociations, donc les personnes de la présidence sont intervenues, donc je ne citerai pas les noms, mais c'est une situation qui est quand même assez compliqué et bizarre. Bon, c'est normal, le chef d'État est intervenu, on est tous contents, c'est même très important, mais ça ne devrait pas être la règle. Partout, on sait ce qu'on donne aux athlètes pendant une compétition. On devrait le savoir. Donc ça va être ce qui va être fait, et on le souhaite de tout cœur que ça va être fait dans les jours qui viendront. Suite aux négociations avec les autorités, les joueuses se sont vues proposer dans un premier temps 5 millions, puis 10 millions de francs CFA. L'intervention du chef de l'État a permis de débloquer la situation. Les sélections camerounaises sont souvent confrontées à ce problème de versement de primes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.